Le sol mort, le 19 juin 1919. J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852, parce que pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tous ses hommes, sans exception. Le dernier est mort le jour de l'armistice, le 11 novembre dernier. Pour nous, les femmes, il n'y a pas victoire, mais vide. Et je joins mes larmes à celles de toutes les femmes, allemandes ou françaises, qui errent dans leur maison sans homme. Je pleure ces bras perdus, faits pour nous serrer, et renverser les brebis lors de la tonte. Je pleure ces mains fauchées, faites pour nous caresser, et tenir la faux pendant des heures. J'avais 16 ans en 1851, 35 ans en 1870 et 84 aujourd'hui. À chaque fois, la République nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre. Mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. À tant faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué. L'histoire que je raconte aujourd'hui, au soir de ma vie, s'est déroulée en provençal. À l'époque, nous n'avions d'autre langue que celle-ci, reçue de nos parents. L'idiome provençal, le patois, disent les cracheurs, est ma langue maternelle, et je l'admire pour sa résistance. Pourtant, j'ai choisi d'écrire notre histoire en français, pour que ce dont je témoigne se répande au-delà de notre région, et parce que j'aime aussi cette seconde langue. Je l'ai apprise. Je l'ai adoptée comme on adopte une patrie. Je l'ai enseignée. C'est celle de cette République pour laquelle nos hommes ont donné leur vie d'un coup, et nous, les nôtres, pendant toute notre vie de femme. Bien avant que ça passe le gué de la rivière. Que l'ombre tranche comme un lent clin d'œil le brillant de l'eau entre les iscles. Nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras s'arrêtent tous ensemble à montailler le foie. Nous nous regardons et chacune se souvient du serment. Nos mains s'empoignent et nos doigts se serrent en craquer la jointure. Notre rêve est en marche, glaçant d'effroi et brûlant de désir. L'homme monte! Il marche d'un bon pas!
et lente. Douloureusement lente pour nos nerfs à vif. Pour tuer ce temps qui nous torture, nous redoublons d'élan dans notre travail. Nos bras s'agitent sans que nous soyons en eux. Nos gestes annoncent tout un tas de foin. Nos bras s'agissent sans que nous soyons en eux. Tous nos sens sont ailleurs, tendus vers lui. À chaque fois que l'homme tricoude derrière un repli du terrain, je me demande si je n'ai pas rêvé ou s'il n'a pas simplement décidé de repousser chemin. À chaque fois, je me tourne vers mes compagnes et je lis sur leur visage la même angoisse que la mienne. Le temps nous presse, nous oppresse. Et bientôt, nous avons l'impression que ce temps nous crie après. Nous étions installés calmement dans l'attente, bercés par la certitude qu'un homme viendrait. Et voici que la proximité de cet homme bouscule notre patience et transforme la bonne chienne qu'elle était couchée à nos pieds en une louve affamée. Depuis plus de 2 ans, nous n'avons plus vu d'homme. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852, raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République dont il avait été le président. Ils étaient à peine partis que dans le vallon, sous le bois du Défend, les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de s'enfuir. Mon père est mort aussi. Aux îles du Salut. Condamné à la transportation à perpétuité au bagne de Cayenne. Parce qu'il était un chef. Parce qu'il était dangereux. Parce que les assassins de la République avaient décidé de réprimer sauvagement ce qui la défendait. Les autres ont été transportés en Algérie. Et tout cela, la mort du père, les déportations, nous ne le saurons que bien plus tard. Lorsque les premiers transportés du village reviendront d'Algérie. Martin était mon amoureux. Mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé. Lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je boustigué depuis des années pour lui montrer mon attirance? Une fois, une seule fois. Je lui ai laissé caresser à travers le tissu de ma blouse les seins de femme déjà prêtes à l'amour. Déjà prêtes à se gonfler d'enfants. C'était le 20 décembre 1851, pour la fête du solstice d'hiver qui salue la fin des jours qui raccourcissent. Ce soir-là, nous avions dansé autour du feu. Malgré la tristesse de l'échec du soulèvement républicain. Ce même jour, mon père, notre mère, n'a pas voulu organiser le vote demandé par le nouvel empereur pour nous faire plébisciter son coup d'État. Le village était en colère. Seuls des bulletins oui avaient été imprimés par l'administration de l'illustre prince. Comme tous les hommes qui étaient rentrés moins de 10 jours avant de la bataille victorieuse des républicains du département au mai contre le bataillon du 14e léger, Martin avait bu. Beaucoup. Pour oublier l'humiliation de la République renversée, la peur, la répression qu'on imaginait sans en connaître le visage. Moi, je pressentais des temps mauvais et j'avais décidé d'avouer vite mon amour et mon désir.
dans la grange de son père où je l'avais entraîné. J'ai appuyé ma bouche contre la sienne. Il sentait le vin, mais j'ai aimé le goût de cet homme que j'étais décidée à prendre. Martin et son ami Antoine Jean sont les deux seuls hommes que nous ayons gardés. Des hommes morts. Deux corps jeunes que nous avons enterrés dans la mer de Galets. Personne depuis février 52 n'est monté au village. Au début, nous avons attendu. Nous attendions de pied ferme les représentants de l'Empire, de la morale, de la religion. Nous attendions les prédicateurs et les soldats de tout poil. Nous n'étions que femmes et enfants, et nous savions que nous devrions nous défendre contre ces deux familles de prédateurs de faibles. Nous attendions surtout cette moitié de notre humanité qui avait été arrachée à notre terre, à nos cœurs, à nos murs. Moi, après des jours et des jours de cris et de pleurs, je transformais ma douleur en haine et en violence. Je graissais mes fusils, je poudrais, et les autres faisaient de même. Chaque femme du village avait appris auprès de son père, lorsque l'âge ne fait pas encore de différence entre filles et garçons, à doser la poudre et à tirer. Le garçon manqué que j'étais aimait les armes. Le premier tir avait été une révélation. Le recul m'avait jeté sur le dos. Cette violence explosive m'avait donné le frisson. Peine perdue que nos entraînements militaires. Personne n'est venu. Comme si l'opprobre s'était refermé sur notre communauté. Comme si la quarantaine des grandes pestes nous enveloppait d'un manteau de brouillard pour nous cacher du reste du monde. Nous ne savions rien. Nous ne savions pas si les hommes emportés étaient encore en vie. Personne ne venait vers nous. Nous ne sommes pas allés vers les autres non plus. Par peur. Par crainte de découvrir qu'au-delà de l'horizon de nos terres, il n'y avait peut-être rien d'autre que le silence et la mort. Nous n'avons plus bougé de notre village. Noyés volontaires par les travaux qu'exigent de l'aube à la nuit profonde, les becs ouverts de nos enfants, de nos bêtes et de nos champs. Le 1er mai, après des mois d'attente vaine et étouffante, Rose, la fille du boulanger, a sorti sa robe de noble. Cette robe n'était rien de plus que sa plus belle robe. Je me souviens qu'elle était bleu foncé et qu'elle me faisait envie. Elle en a habillé un épouvantail qu'elle a planté au bord du plateau. Je me souviens qu'elle pleurait de rage. Sous le col de la robe, elle a noué le modeste collier de fleurs d'oranger en cire que la famille avait arraché à sa pauvreté. Nous autres, nous n'avons rien tenté pour l'en empêcher. Mais nous avons partagé ses larmes jusqu'à nous en cuire les yeux et le visage. Rose aurait dû se marier en avril. Alors la mère du garçon qui aurait dû épouser Rose est allée chercher les vêtements de mariage de son fils. Elle en a fait un deuxième épouvantail qui a pris la manche du premier. Et depuis, notre village de femmes vit sous le regard de ce couple qui n'a jamais été.
et dont les deux silhouettes immobiles tournent le dos à la vallée. C'est notre signe pour dire qu'ici, il y a la vie. Cet homme qui court lentement vers nous est donc le premier. Je serre la pomme qui se trouve dans ma poche. Je l'ai ramassée verte en partant ce matin parce que tombée de l'arbre en plein mois de juillet. Je serre cette pomme lisse avec sa robe tachée comme d'un coup d'aiguille de la marque du verre qui l'a faite tomber. Je caresse cette pomme que j'ai fait briller et je pense à Ève. Soudain, j'ai envie de croire à ce mythe et d'être la première femme. Il nous faut attendre près d'1 heure avant que l'homme ne se présente à l'orée de notre champ. Nous le regardons et il nous regarde. Il a suspendu sa marche et nous nos gestes. Il sourit. Et je crois que la tension crispe seulement nos visages. Lorsqu'il fait un pas supplémentaire vers nous, nous nous baissons vers l'ouvrage. Soudain, sa main se pose sur mon bras pour l'arrêter. Je le regarde. Et dès cet instant, je sais que j'appartiens à cet homme. Je sais dans le même temps que je vais devoir le partager. Je n'ai jamais imaginé cela. Que je puisse tomber amoureuse. Nous en avons longuement parlé entre nous. Nous avons eu tout notre temps, chacune de notre côté, pour réfléchir à propos de cet homme dès l'avant qu'il ne se matérialise. Forte de mon rêve de Martin et de ma condition de vierge veuve, je n'ai en aucune façon imaginé que je puisse être attirée par l'inconnu que nous attendions. Je l'ai construit comme un objet, et c'est un homme. J'ai programmé notre relation comme un simple échange fonctionnel, et mes sentiments arrivent comme une crue de lasse. Une vague insurmontable qui balaie mes résolutions, mes choix, ma volonté. Nous avions tout prévu de la venue d'un homme. Notre premier objectif était sa présence, son travail. Ensuite, sa présence. Enfin, sa force de travail, mais jamais son amour. Jamais en secret je n'ai imaginé cette éventualité, et mes compagnes non plus. Nous étions trop tendus vers ce besoin primaire. Cet appel de vie qui nous vient de l'aube de l'humanité, et même du monde des bêtes. La reproduction. Pourtant, combien de fois ai-je rêvé de me blottir contre mon homme Martin, de recevoir sa tendresse même maladroite, de caresser son corps et d'être jalassé par lui pour m'ébrouer ensuite comme ces poules et poules qui viennent d'être couvertes par le coq. Je suis totalement bouleversée. Je ne sais ni que faire, ni ce qui va se passer. Pour le fait, je suis amoureuse. Pour le fait, je suis la première qui l'ait touché. Mais rien ne dit qu'il va me choisir. Je me demande même si mes compagnes ne sont pas, comme moi, tombées amoureuses de cet homme. De notre homme. J'ai honte et j'ai peur. Honte d'être attirée par le premier homme apparu après Martin. Honte d'être déjà tentée de trahir le serment qui me lie aux autres femmes du village. Peur de ne pas savoir partager. Peur de souffrir. Je me rends compte qu'en posant sa main sur une seule d'entre nous, l'homme divise notre harmonie. Il me faut réagir. Je lui tends la fourche. Il hésite un peu et l'empoigne.
En l'enfonçant dans le foin, il s'enfonce dans le labeur, entre dans son rôle de force de travail et nous redonne notre égalité. L'idée est venue un soir d'ouvrage en commun alors que nous étions tous assises sous l'arbre du cours et que les enfants étaient couchés. Elle est sortie de la bouche de l'une d'entre nous, comme une bulle qui vient crever la surface d'une mare. Je crois que la question était en nous depuis un certain temps, nichée au chaud de l'inquiétude. Et s'il n'y avait plus d'hommes nulle part? Aucune d'entre nous n'a levé la tête. Ce ne sont pas des graines de pensée comme celle-ci qui vous font lever le visage pour sourire. Nous l'avons gardé longtemps, comme une poignée de grains de blé que l'on mâche des heures dans la bouche, après en avoir tiré le sucre, les peaux, le goût, les moindres boutures. Le silence est resté sous l'arbre, au-dessus de nos têtes baissées et ruminantes. Et puis, je crois que nous avons toutes parlé en même temps. On aurait dit une troupe de pintades affolés. Nos idées volaient comme des sauterelles, se croisant avec leurs ailes ouvertes de toutes les couleurs. Bleu, rouge, orangé. Nous avons toutes dit la même chose, de 1000 façons différentes. Mais nous étions d'accord. Un jour, un homme viendrait, s'il en restait, et nous devrions le partager pour la vie de nos ventres. Nous avons tout imaginé, des soirées durant, puis des journées durant. Nous avons tourné et retourné les circonstances, les détails, les paroles que nous dirions, l'organisation de la vie autour de la présence de l'homme inconnu qui viendrait. Nous en avons fait le portrait, la statue. Pendant des jours et des jours, nous l'avons habillé, déshabillé, fait rire, fait parler, fait manger, fait dormir et fait aimer. C'était du bonheur pour une part et une plaie pour l'autre. Cette plaie qui s'évertuait à cicatriser, nous en grattions la croûte sans cesse pour la faire saigner, pour que viennent encore d'autres idées, d'autres pensées, d'autres souvenirs du futur qui allait venir. J'aime le village dans lequel je suis née, au cœur duquel j'ai vécu presque toute ma vie. De loin, il semble être posé sur la plaine. Quand on l'approche, on le trouve sur un promontoire entouré d'entailles profondes, comme si un géant avait biné autour de lui dans la mer de Galets.
Notre village se mérite. Alors qu'on le croit à portée de main, il faut encore plonger dans le ravin et grimper dur vers les maisons serrées comme un bouquet de fleurs. Notre village est en plein vent. L'été, lorsque la brume gomme tout le relief, il est isolé du monde. On se croirait sur un navire en pleine mer, sur les vadieux plateaux qui ondulent sous la chaleur. L'hiver, le monde réapparaît avec le ciel bleu. Quand le Mistral a soufflé des jours, les montagnes se rapprochent comme pour se pencher sur notre vie. C'est particulièrement le cas de la montagne de Lure. C'est ma montagne préférée, bien que je n'y sois jamais allée. Pour moi, elle ressemble à une main d'homme au repos. Une main posée à plat et que l'on verrait de profil, craquelée et burinée par le soleil, le vent et le travail. Les soirs où le Mistral nous a enivrés tout le jour, bien plus que notre vin, cette main s'approche tant que je crois la sentir se poser sur mon ventre vide et brûlant. Je rêve qu'elle s'étende et s'aplatisse en haut vers mes seins volcans, en bas vers mon bas-ventre fontaine. J'attends et je me tords sur ma couche. J'attends et puis j'aide cette main en la poussant là-haut et là-bas jusqu'à ce que le blessure me détende comme le chien d'un fusil et m'endorme d'un sommeil souriant. Mais ce plaisir est toujours sans fruit. Mon cœur et mon corps sont vides. Le premier pleure l'homme perdu, le second l'homme qui ne vient pas. Depuis 2 ans, je crie ma révolte de jeune femme saccagée par l'enlèvement de son promis, au moment où il allait la faire femme et mère. Depuis 2 ans, ma douleur me remplit et me sert de grossesse. Je saigne à chaque lune. Du ventre trop et du cœur sans cesse. La douleur engendre ma colère et je crie souvent contre le vent qui me renvoie ma violence comme une gifle donnée à toute volée. Vaincu par ce combat inégal, je regarde hébété la terre tourner. Je fixe un long moment l'insaisissable trait qui sépare l'ombre du soleil se déplacer sur les mamelons de la cuisine. La terre. Le temps m'enroule dans leur valse folle. Le tournis me calme de sa caresse perfide qui me donne la nausée. L'homme est dans notre village de femmes et ma violence me tombe des bras. Le premier jour, nous le logeons dans un petit chasse à l'entrée du village. Nous ne savons pas qui il est. L'homme lit. C'est ce que je découvre en lui portant son souper. Il lit et c'est rare. Cette découverte fait battre mon cœur. Pour moi, un homme qui lit ne peut être qu'un homme bon. Et puis, c'est une chose que nous avons en commun. Ma raison y voit un signe d'encouragement pour mes sentiments. Je suis arrivée à pas de loup et il ne m'a pas entendu venir. Je l'observe un moment en secret. Je vois son sourire naître des mots qu'il dit.
Je repense à nos 5 livres que mon père m'a envoyés dans la cache lors de l'entrée des gendarmes au village qui prend dans la descente du puits. Je repense à mes heures d'apprentissage avec mon père quand j'avais 5 ans. Je repense au plaisir de lire et relire, de savourer le son des poèmes seul dans les champs quand le vent bouffait. Je repense à ma mère, criant après mon père que ses idées de poésie me tourneraient la tête. Je repense à mon père, riant aux éclats et embrassant ma mère pour la faire taire. Soudain, la main de l'homme se pose sur mon bras et m'arrache aux pensées qui m'entraînent sur la pente mélancolique du passé. Je sursaute et le repousse. Qui es-tu? À la question posée brutalement, l'homme me répond en me tendant son passeport à l'intérieur. Il s'appelle Jean de son prénom et Jean de son nom. Et il vient du Var. Il est maréchal ferrant. C'est le métier qu'indique ce document qui lui permet de circuler. Il a peu d'outils, il s'occupe des mulets et des ânes. Après qu'il ait mangé, lentement, et que je l'ai regardé faire, le Jean me montre ses livres. Il en a 8, et je suis admirative de sa richesse. Je contemple chacun d'eux avec une avidité contenue. Depuis petite, mon père m'a appris à ménager ce qu'il m'avait présenté comme des tians fragiles dans lesquels mots et idées sont rangés. Lorsque j'avais posé ma question d'enfant, c'est quoi un livre? J'y puise ça et là une phrase que je savoure. La couverture d'un des livres, édité à Paris en 1830, année de ma naissance, est faite d'un papier qui a déjà servi d'un côté. En le retournant, j'y lis un morceau d'une liste de ministères. Je découvre qu'il y a eu un ministre des poudres et salpêtres. Ce livre, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Il raconte l'insurrection des ouvriers de Bruxelles en juillet 1830. Cette insurrection faite au chant de la Marseillaise et de la Parisienne a donné naissance à la Belgique. Soudain, je prends conscience du souffle de la respiration du Jean dans ma nuque. Je continue à tourner les pages, mais les mots du livre s'effacent. Je suis tout entière à l'écoute de ce vent léger dans lequel les cheveux échappés de mon chignon semblent jouer à se laisser boucler. Bien que nous ne nous touchions pas, je peux sentir la chaleur du corps du Jean et son odeur. La présence de l'homme m'enivre et fait remonter cet appel que j'avais connu avec Martin. Je continue à tourner les pages pour faire durer ce plaisir qui me fait fermer les yeux. Je me retiens de frissonner de peur qu'il ne remarque quelque chose. Je me retiens d'appuyer mon dos contre le mur de sa poitrine. Cette retenue devient douleur. Je pose mon livre dans ses mains et je m'enfuis à grands pas sans même lui souhaiter la bonne nuit. En un rien de temps, je suis à notre maison devant laquelle la mère attend, recroquevillée. La joie que j'ai, qui me vient de cet homme dans le cœur, mais fait voir par contraste que le bonheur, la force et la beauté que les parents avaient ensemble a quitté la mère depuis que le père est parti. Ce trou immense, je ne le vois que parce que le mien est en train de se combler alors que celui de ma mère reste béant. Ce trou ne se refermera pas. Il va l'engloutir. Dès que nous saurons que le père est mort, la mère se laissera mourir en quelques semaines.
Je m'assois près d'elle dans les derniers rayons du soleil. Je crois qu'elle n'a ni l'envie, ni la force de me reprocher d'avoir tarnassé si longtemps avec un inconnu. Elle sourit par contre. De voir sur mes joues et dans mes yeux cette couleur qui n'a rien à voir avec l'éclairage du couchant. Je lis dans son sourire un accord, et même un soulagement de me voir aimer à nouveau un homme. Le désir de vivre est en moi. Son travail de mère est accompli. L'homme va rester dans notre village sans que nous n'en ayons jamais parlé avec lui. Nous ne saurons jamais s'il fuit quelque chose ou s'il est en chasse. Avec le genre, le bonheur a fait son nid dans notre malheur, et le reste n'intéresse personne. Depuis que le genre est dans notre village de femmes, je me surprends à me mirailler. Je doute. Chaque soir, je vais lui faire son souper dans la maison où nous l'avons installé. C'est la règle que nous avions décidée entre femmes avant son arrivée. Celle que l'homme toucherait en premier aurait la priorité. Elle s'occuperait de lui. Les autres se tiendraient à l'écart le temps que la première en ait fait son homme. Alors celle-ci devrait lui faire comprendre qu'en devenant l'homme de l'une, il avait le devoir d'être également l'homme des autres. La semence du village. Je suis troublée d'avoir si vite oublié Martin. Cette trahison de mon cœur heurte ma raison. Elle me révolte et me boue en dedans. Ce qui me rend brusque et souvent désagréable. Le genre est plein d'attention avec moi, montrant qu'il me fait la cour. Chaque soir, il y a sur notre table une fleur, un bouquet de roses, quelques grains, des feuilles, 3 fraises ou quelques grémoulons, une pierre parfois. Ma mère disait, je repense à mon père, rentrer chez nous chaque soir avec aussi une pierre ou un éclat de bois. Ma mère disait, qu'as-tu encore ramené là? Il répondait qu'il apportait son dû d'homme pour avoir le droit d'avoir sa place auprès du foyer. Mon père a toujours eu des idées à part. Pour lui, la révolution de 89 n'avait pas donné sa place à la femme. Et il disait que les mauvais hommes qui en avaient confisqué le commandement, comme Saint-Just, avaient profité de la trahison de Marie-Antoinette pour jeter le discrédit sur les femmes, flattant ainsi le sentiment de peur de bien des hommes, et écartant de cette façon une moitié de notre humanité. De temps en temps, l'attention du genre se porte sur mes compagnes, qui se languissent que les hostilités commencent pour avoir leur dû. Parce que je le remarque, le cœur me passe. Le genre va jusqu'à me dire que je lui plais. Il est patient devant les combats qu'il observe en moi. Il attend que je m'apprivoise. Il n'a jamais encore osé me toucher. Respectueux de ce qu'il pense être de la peur ou de la timidité. Pourtant, il n'a pas pu ne pas comprendre l'attirance qui me pousse vers lui. Je fais traîner. Par peur, par crainte, par fierté. Tout simplement aussi parce que
je ne sais plus par quel chemin revenir de mon éloignement volontaire. Je multiplie les lectures avec lui dès que les travaux nous en laissent le temps. À chaque fois, je retrouve ce même bonheur dans ce partage. Nous parlons dans une proximité de nos corps qui me fait vibrer à chaque fois. Je m'installe dans ce cocoon qui mûrit le fruit vert que je suis. Un soir, alors que le soleil va disparaître sur l'horizon, le fruit lâche sa branche. Je m'appuie doucement contre la poitrine du Jean qui met bien longtemps, je trouve, avant de refermer ses bras sur moi. Nous tremblons à un long moment du désir qui nous envahit. Notre première rencontre physique va durer des heures. Jusqu'au matin, il va me caresser et m'aimer de 1000 façons avant de me laisser émerveillée et pantelante. Au début, je me retiens de mordre à pleines dents dans cet homme que j'attends depuis longtemps. Depuis toujours, je crois. Je sais ma faim, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment une femme doit être la première fois qu'elle va jusqu'à la peau de l'homme. Je sais pourtant les choses de l'amour. Nous en avons souvent parlé entre femmes. Mais j'ignore le secret des premiers jours. De la naissance de la rencontre de deux corps. Chaque femme garde en elle ce secret qu'elle ne dit pas, mais que les autres femmes devinent, car c'est cette naissance qui conditionne leur vie de femme dans leur relation à l'homme. J'attends, et je laisse d'abord le Jean guider cette première danse. Et je me dis qu'il doit savoir et que c'est à l'homme de faire. Mais cela l'empêche en moi. Comme on serre les jambes, je serre, pour les empêcher de déborder. La violence contenue, le désir, l'attente du plaisir. Toute cette force de vie embâclée depuis 2 ans derrière le barrage qui a coupé le cours de ma vie. Depuis mon enfance de petite fille, je m'étais lancée vers cette vie de femme que je rêvais à l'image du bonheur de ma mère. Je me sentais suivre une rivière tranquille que l'on a empêchée et qui essaie de reprendre dans la colère son cours. Dehors, à 2 pas du village, éclate un violent coup de tonnerre. En même temps que le ciel se rompt pour libérer la pluie que nous attendons depuis des mois, mon barrage cède et c'est la débâcle en moi. Je me jette sur mon Jean, forte de cette certitude de la vie que nous les femmes avons, qui nous fait marcher d'un pas décidé et franchir n'importe quelle barrière. Je prends, je mords, je frappe, je ne sais plus où je suis. Je disparais, je hurle, je perds conscience. Lui se retire, épouvanté, croyant m'avoir fait mal. Je le ramène à moi pour aller jusqu'au bout d'un voyage qui me laisse épuisée et tremblante. La nuit court ainsi, pleine de pluie, de la chaleur de nos corps, de grands moments de tendresse et de caresse. C'est la vie qui pénètre la terre et mon corps. Je découvre ce merveilleux outil que sont ces mains d'homme sur moi. J'apprécie leur force et leur douceur, leur violence et leur aimance. Alors que l'aube s'éclaire, avec la pluie qui se calme, je ne peux presque plus parler. J'ai mal à la gorge d'avoir tant crié. Je lui dis pourtant le bonheur de mes cris. Il me dit que quand il rit, c'est pour libérer son plaisir et pas pour se moquer de moi. Nous parlons et cet échange de paroles ne nous quittera plus.
Tout va aller très vite. Dès cette première robe, je suis fidèle à mon serment. Je pense qu'il faut absolument que je le fasse tout de suite, sinon je ne serai sans doute plus capable de le faire. J'explique aux gens ce que nous attendons de lui. Jean est un homme intelligent, je le constate immédiatement. Il m'écoute sans rien dire, et j'en suis soulagée, car je veux tout lui dire d'une traite. À la fin, je le regarde, inquiète. Il sourit et dit sans hésiter: je ferai ce travail. Je ferai ce travail car c'est un travail d'homme et que je ne vois pas d'autre homme ici. Je ferai ce travail avec conscience car j'aime le travail bien fait. Je ferai ce travail avec plaisir aussi car j'ai toujours du plaisir à faire ce qu'il y a à faire. Mais je ferai ce travail sans amour car l'amour, je le garde pour nous. Un soir, au retour des foins, nous avons trouvé 2 hommes sur la place du village. C'était totalement incongru. Nous avions le nôtre et nous avions totalement oublié que d'autres existaient. Cette présence nouvelle était le temps de signes nouveaux. Ou plutôt, de la fin d'un temps hors du temps. Mon deuxième enfant avait déjà 6 mois. Rose venait d'accoucher. Jeanne, Marie et Madeleine avaient chacune leur petit. Derrière ces hommes sont venus d'autres hommes encore. Et puis des femmes. Et puis des enfants. À la fin de l'été, le Jean a fait son sac un soir. Il a dit: demain, je reprends ma route. Je n'ai rien dit. Je savais que c'était son dû, son droit, sa liberté, son chemin. J'avais tout mon temps pour pleurer après, quand il serait parti. J'ai souri. Et j'ai profité de mon homme jusqu'à l'aube. Comme la première fois. La vie tournait. Elle avait été dure et belle pour nous. Elle serait tout cela encore.